Et nous allons maintenant accueillir un nouvel intervenant. Elle s'appelle Sylvie Granon, neuroscientifique. Sa présentation s'intitule « Environnement, comment changer nos comportements ?» Grande question, c'est à vous. Bonjour, bonjour à tous. Alors moi je travaille particulièrement sur la prise de décision et je m'intéresse en fait à savoir comment notre cerveau nous permet a priori de prendre des décisions et a priori des décisions adaptées à l'environnement et au contexte. Et donc dans le contexte de ce changement d'environnement, de ce changement climatique, moi je trouve qu'il y a un hiatus formidable auquel ce serait bien d'avoir que les neurobiologistes sur lesquels ce serait bien que les neurobiologistes se penchent, parce que notre cerveau a priori nous permet d'avoir des comportements totalement efficaces, adaptés. Nous sommes des individus extrêmement brillants scientifiquement et intelligents, très adaptés à notre milieu, et notre cerveau permet tout ça. Et en même temps, même si nous savons que nos comportements détruisent notre environnement, en fait, nous avons beaucoup de mal à savoir comment changer nos comportements en dépit de ce que nous savons. Donc ce hiatus, je me suis un peu penchée dessus, même si ça n'est pas du tout le sujet de recherche de mon laboratoire. Dans mon laboratoire, on s'intéresse vraiment à l'Institut des neurosciences Paris-Saclay, aux aspects très fondamentaux, comment notre cerveau fait pour montrer des comportements flexibles et adaptés. Mais je me suis vraiment posé la question de savoir, dans ce contexte-là, que peut apporter la neurobiologie. Et donc, comment prenons-nous certaines décisions dans nos vies? Je vais juste l'illustrer très rapidement et très simplement. Si je vous demande, vous avez simplement le choix entre une pomme et un gâteau au chocolat. C'est une prise de décision extrêmement simple et simpliste. Ce que vous allez faire, ce que nous allons tous faire, c'est évaluer la valeur des options qui s'offrent à nous. Nous allons évaluer sur la base de nos préférences, mais aussi de ce qui est disponible. Et donc, si c'est moi qui prends la décision, je vais légèrement surévaluer l'intérêt du chocolat. Et donc, je vais faire mon choix en fonction de la valeur que j'accorde à ce choix-là par rapport à l'autre choix, à l'effort que ça va me demander. Si l'effort que ça va me demander pour manger ce gâteau au chocolat, c'est de me relever à 2 h du matin et de cuisiner un gâteau au chocolat, je ne suis pas très sûre que je vais le faire. Et puis, un point important dans nos décisions, c'est dans quel délai je vais pouvoir obtenir ce gâteau au chocolat. Si j'y pense maintenant, et que j'ai faim, et que je sais que je vais devoir attendre 23 heures quand je serai rentrée chez moi pour le manger, peut-être que mes actions en faveur de ce gâteau au chocolat vont être d'ici là un peu oubliées. Mais une fois que j'ai pris ma décision et que j'ai choisi mon gâteau au chocolat, et donc oublié la pomme, peut-être plus raisonnable, je vais en tirer des conséquences. Des conséquences à court terme sur ma satiété, sur le plaisir. Est-ce que c'était bon au goût? Est-ce que j'ai aimé? Et donc, tous ces ressentis, tous ces choix que j'ai faits vont alimenter mes futures décisions, vont biaiser mes futurs choix. Et donc, tout ce qu'on vit dans notre vie, toutes les expériences qu'on vit vont modeler nos futures décisions. Nous ne sommes pas la même personne qu'hier, qu'avant-hier, qu'il y a 10 ans. Ce que je vais vous montrer, c'est que comment notre cerveau fait, quelles sont les structures de notre cerveau qui intègrent, qui façonnent les différents aspects de nos décisions, des aspects plus émotionnels, des aspects plus liés à la motivation, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me fait bouger, et puis également des facteurs sociaux. Je vais vous montrer aussi que notre cerveau, malheureusement et heureusement pour nous, aime automatiser nos actions. Ça libère du temps et de l'attention pour faire autre chose.
Mais aussi, notre cerveau, et ça c'est peut-être un point plus favorable, je l'espère en tout cas, notre cerveau est en incessante construction. Il se modifie au fur et à mesure que nous agissons. Donc, imaginez, par exemple, quand vous êtes né, que toutes les options qui s'offrent à vous en matière de décision, de vos choix, tiennent dans ce petit point-là. Vous n'avez rien vécu de votre vie et votre environnement se réduit à, disons, ce petit cercle bleu. Et donc, si vous n'avez qu'une seule option, vos décisions seront très faciles. Vous n'avez qu'une option devant vous. Vous n'allez prendre qu'un type de décision. Mais au cours de notre vie, en fait, au cours de l'enfance, de l'adolescence, de notre âge adulte, nous subissons, nous vivons des milliers, des millions d'événements qui vont générer des émotions, qui vont avoir des conséquences. Nous allons recevoir des récompenses, quoi que ça veuille dire pour chacun d'entre nous, ça peut être très différent. Et nous allons avoir une vie sociale. L'ensemble de ce que nous allons vivre va élargir notre champ des options. Nous allons avoir devant nous non plus un tout petit point de possible en termes de choix, mais des milliers, des millions de choix possibles. Ces choix sont extrêmement variés, extrêmement différents, et ils vont avoir, ces choix, des conséquences très différentes pour chacun d'entre nous, et même aujourd'hui. Si nous vivons la même expérience ici, en fait, nous n'allons pas du tout en tirer les mêmes conséquences, les mêmes conclusions, le même ressenti. Et donc, ce qu'on sait, c'est que nos expériences vont entièrement modeler nos futures décisions. Tout ce que nous allons vivre, d'agréable, de réconfortant, de stimulant, de motivant, de récompense en quelque sorte, tout ce que nous allons vivre de beau, d'apaisant, mais aussi tout ce que nous allons vivre de difficile, d'émouvant, voire de dramatique, tout ça va changer nos décisions. Notre cerveau fait tout cela en utilisant une palette de structures, des réseaux connectés. Je ne vais évidemment pas rentrer dans ces détails-là, mais nous avons un certain nombre de structures cérébrales qui vont communiquer en permanence. En fait, inconsciemment, nos structures cérébrales communiquent en permanence. Elles nous renseignent sur l'extérieur, sur notre environnement social, sur la température, mais aussi sur ce qui se passe en nous. Et au final, nous allons prendre un certain nombre de décisions en revenant sur différentes structures qui vont être en communication. Ces communications vont marcher le plus souvent dans les deux sens, entre les aspects que nous percevons de l'intérieur ou de l'extérieur et ce que notre cortex, qui se développe très, très, très lentement et très tardivement, jusqu'à à peu près 20-25 ans. Donc, toutes nos décisions vont être une sorte de synthèse de ce vécu et de ce ressenti. Et donc, nos structures cérébrales, toutes celles qui intègrent nos émotions, mais aussi nos motivations. Nos motivations, c'est ce qui nous fait bouger, c'est ce qui nous fait agir, mais aussi les aspects sociaux de notre environnement. Tout cela va influencer et déterminer nos choix. Donc nous avons un pilote dans l'avion, nous avons vraiment entièrement la décision entre nos mains, mais aussi fortement influencée par tout ce que nous avons vécu et tout ce que nous allons vivre de nouveau. Et donc, n'importe quel élément de notre environnement, plus positif, plus effrayant, plus émouvant, n'importe quel élément va modifier, construire et reconstruire nos décisions. Et donc, notre cerveau est fait, en fait, complètement pour automatiser nos actions. C'est pour ça qu'il est si difficile de faire changer un comportement lorsqu'il s'est automatisé. Notre cerveau est fait pour ça parce qu'en fait, tout simplement, on gagne du temps, on est plus efficace, on est moins distrait,
on devient plus performant, que ce soit dans le sport ou dans l'activité quotidienne ou dans la conduite, en fait. Bien souvent, en fait, on conduit, on part d'un point A à un point B très fréquemment, tous les jours, tous les 2 jours, 2 fois par jour. Et donc, souvent, on ne réfléchit même pas. On est à même de faire autre chose quand on conduit, même si on ne devrait pas. En tout cas, on est au moins à même d'écouter, par exemple, la radio. Alors que la conduite, c'est une activité extrêmement complexe qui met en jeu des centaines de processus en parallèle. Et donc, ce que fait notre cerveau, c'est qu'en fait, il détecte dans l'environnement ce qui nous fait le plus plaisir. Je retrouve mon chocolat et il va orienter nos actions, nos routines vers l'obtention de ce qui nous fait le plus plaisir. En fait, pourquoi pas? Mais c'est ça aussi qui fait que lorsque on a des actions qui nous font extrêmement plaisir, qui renforcent nos comportements, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on va déconnecter cette partie-là, notre cortex préfrontal, on va le déconnecter de l'action. Et ça va nous permettre de ne pas prendre de décisions, d'avoir des décisions de type minimaliste, pas très réfléchies, très automatiques, mais très efficaces. Mais une bonne chose, c'est que malgré la mise en place de toutes ces routines et de toutes ces habitudes si difficiles à changer, notre cerveau se modifie sans arrêt. Et il se modifie jusqu'à l'expression même de ses gènes. En fait, dès qu'on a un comportement, on modifie l'activité cérébrale. On modifie aussi la connectivité cérébrale. On modifie les connexions physiques qui existent entre les structures cérébrales. Et on peut modifier jusqu'à l'expression de certains gènes, sans modifier bien sûr notre patrimoine génétique, mais certains de ces gènes vont devenir plus actifs chez certains parce qu'ils ont renforcé cette aptitude ou inhibé telle autre aptitude. Et donc, juste une petite illustration de ce recablage. J'ai choisi 2 exemples très très simples, il y en a des tas d'autres bien sûr. Ici, je vous montre comment le volume d'une aire cérébrale particulière, celle qui nous aide à prendre des décisions, va être modifié, le volume de l'air, pas son activité, on crée de la matière. Le volume de l'air cérébral va être modifié en fonction de l'âge auquel on apprend à jouer un instrument de musique, par exemple. Et donc, vous voyez qu'il existe un âge auquel, si on commence à apprendre la musique, par exemple, autour de 6 ans, eh bien, on aura, statistiquement parlant, un volume de cortex préfrontal plus important que si on l'a appris à 10 ans. Mais quelque chose de très intéressant, c'est cette variabilité entre les individus. Par exemple, vous voyez ici un individu qui a appris la musique à 10 ans et qui a un volume de cortex préfrontal identique à un autre individu qui a appris la musique à 6 ans. Ça veut dire qu'il existe une énorme variabilité entre les individus et donc cette diversité est extrêmement également bénéfique pour la vie sociale, par exemple. Un autre petit exemple, et j'en terminerai là, c'est un recablage. Ici, vous avez du volume cérébral à gauche. Là, à droite, vous avez des connexions qui se créent entre des aires cérébrales qui, normalement, ne sont pas connectées ou pas connectées de la même façon. Tout ça, par exemple, ici, entre, si on compare, des athlètes experts d'un sport et des non-experts. Donc, en fait, on voit que même chez des sujets adultes, on peut modifier notre structure cérébrale, notre connectivité fonctionnelle avec simplement, j'allais dire simplement, de la pratique. Et donc, ce que nous avons vu, c'est que notre cerveau, effectivement, est en incessante construction. Sa connectivité fonctionnelle va se modifier en fonction de l'utilisation que nous en avons. Et des mécanismes qu'on appelle épigénétiques, puisqu'ils vont modifier non pas les gènes eux-mêmes, mais leur expression, vont être à l'origine de ces modifications. Et donc, si j'ai développé mon champ des options au moment de prendre ma décision, quelles que soient les décisions que je prends, si j'ai développé les options qui s'offrent à moi parce que j'ai vécu des expériences très, très diversifiées, eh bien, mes décisions seront plus équilibrées, plus adaptées à l'environnement dans lequel je vis.
Et donc, moi je pense que c'est important que l'on garde à l'esprit que toutes les expériences émotionnelles, sociales que nous allons vivre, quelles qu'elles soient, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, vont complètement modeler notre cerveau, modeler notre comportement et donc modeler, remodeler éventuellement nos prises de décision. Et elles vont résulter de l'intégration de tout ce que nous avons vécu, même si nous n'en sommes pas forcément conscients, et aussi de l'intégration de nos ressentis. Voilà, je vous remercie. Merci Sylvie Granon. Nous avons le temps de quelques questions. Vous avez été concise. Est-ce qu'il y a des questions sur ce fonctionnement de notre cerveau, sur la façon dont nos décisions évoluent, notre comportement change au fur et à mesure des expériences que nous vivons? Y en a-t-il dans la salle? Une question ici, je ne sais pas où est le micro, on va vous donner. Bonjour, merci beaucoup. J'ai vu récemment passer un titre sur France Culture qui disait que notre cerveau n'était pas écolo. J'ai pas lu l'article, j'ai pas écouté le podcast. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors, notre cerveau ne serait pas écolo. Alors oui, alors notre cerveau ne serait pas écolo. Alors là encore, vous voyez la diversité. On parle d'une moyenne. Effectivement, notre cerveau n'est pas écolo. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est construit pour être inflexible, pour être très, très, très résistant au changement. Et en fait, notre cortex frontal nous a ouvert la voie de planification d'action, de décisions extrêmement complexes, de progrès, etc. Ce qui est magnifique et ce qui a eu pour conséquence jusqu'à présent de faciliter notre vie. Nous ne sommes plus, en tout cas très, très largement, plus dépendants de trouver de la nourriture là tout de suite pour tout de suite, d'accord? On planifie, on prévoit et on a tellement automatisé un certain nombre de choses qu'on est devenu très efficace, très rapide. Mais, à contrario, on est extrêmement dépendant de l'aspect chocolat, pour moi, ouais. Plaisir. Et donc, cet aspect de plaisir immédiat, il est assez peu compatible avec le fait de se dire, si je dois préserver la planète, me priver de certaines choses pour un plus tard que je ne connais pas, que je ne peux que imaginer ou fantasmer, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Donc notre cerveau pèse tout ça. Et donc, c'est compliqué. Dans le fond, c'est pas très rassurant. Si j'essaye de le formuler un peu différemment, l'évolution naturelle, la sélection naturelle nous aurait façonné pour prendre des plaisirs immédiats, pour être adapté à notre environnement immédiat. Oui, bien sûr. Et en fait, vous nous dites, on n'est pas vraiment connecté pour anticiper un malheur qui arriverait dans 100 ans, qui toucherait nos enfants. Qui arriverait peut-être. Oui. Donc oui. C'est ça, je le mets au conditionnel. J'ai du mal à le dire comme une fatalité. On a toujours cet espoir que finalement demain, ça ira bien. Bien sûr, donc je vous encourage à lire l'excellent livre, excellent et très bien écrit de Sébastien Boller, Le bug humain, qui traite exactement de ça et qui explique très très bien cette transition, plaisir immédiat et anticipation, planification du futur. Mais est-ce qu'une fois qu'on l'a compris, on peut le déjouer? Est-ce qu'on peut aller contre notre nature? Moi, c'est mon optimisme naturel, j'allais dire, qui parle. Mais en fait, ce que je vois, c'est que quand on ouvre le champ de nos options par rapport aux décisions qu'on peut prendre, cette ouverture, cette connaissance qu'on a, ça commence par là. Si on n'a pas la connaissance, on ne peut pas changer son comportement. Une fois qu'on a la connaissance, on peut faire le choix de dire non, je ne change pas, ou on peut faire le choix de dire je peux changer une petite chose aujourd'hui, peut-être une petite chose demain, ou peut-être 100% des choses aujourd'hui, pourquoi pas. Une dernière question où on reste là-dessus. On va rester là-dessus. Merci à vous, Sylvie Granon.